tous, nous recevons aujourd'hui l'élu de la métropole de Bordeaux et de Saint-Médard-en-Jalles, Marc Morisset, ainsi que maître Virginie Desharbes-Jourecka, qui exerce depuis 25 ans la profession d'avocate et qui a notamment une spécialité en droit public qui nous occupe. Alors, cher Marc Morisset, pourriez-vous nous expliquer pourquoi vous avez souhaité lancer une procédure? Oui, donc déjà, bonjour. Je suis donc un élu de Saint-Médard-en-Jalles et déjà dès le début, j'avais eu quelques soucis avec ce qui se passait en conseil. J'avais eu déjà 3 mois après la première période, déjà une suppression de ma délégation par le maire. Et puis après, je suis passé dans le statut d'élu indépendant. Donc ça a été assez difficile à la métropole. Je suis sorti 1 an plus tard du groupe et ça a été assez violent. Puisqu'ils m'ont convoqué une semaine avant le conseil en me disant on te supprime toutes tes délégations de la métropole. Donc ça s'est fait en 2 temps. Et puis donc à chaque conseil, s'accélérait un petit peu, on va dire, la façon de me couper la parole ou de pas suivre les règles démocratiques. Donc j'ai longtemps hésité à porter plainte déjà dans ce début de période, puis au fur et à mesure ça s'améliorait un petit peu, et puis j'avais un président de métropole qui est différent de l'actuel, qui est la présidente aujourd'hui, maire de Ézines, qui s'appelle Madame Bost. Monsieur Anziani, le précédent maire de Mérignac, était beaucoup plus, on va dire, je posais aussi moins de questions, mais il était beaucoup plus, comment dire, à même d'écouter ce que j'avais à poser en question. Malgré tout, il a fait quand même de la censure. Donc, quand il est parti, j'ai aussi souligné ce fait en conseil extraordinaire où il a quitté sa fonction. Et bon, il en a un petit peu rigolé. Il a parlé de fraîcheur, de discours un peu rafraîchissant, quelque chose comme ça. Mais au final, j'ai essayé de tenir bon et de continuer à poser mes questions. Et elles étaient un petit peu plus, à chaque fois, orientées vers des sujets majeurs qui étaient nouveaux, qui arrivaient et qui étaient pour moi de la santé publique, de l'alerte. Et je ne pouvais pas considérer que la métropole n'en tienne pas compte. Donc, j'ai pensé à me rapprocher d'un premier avocat. Ça s'est moyennement passé parce qu'au final, c'est lui qui m'a dit, en gros, qu'il n'avait pas trop envie de travailler avec moi. Je pense que j'ai un peu compris aussi qu'il fallait que ça le rémunère. Donc, au début, moi, je ne savais pas trop comment ça allait se passer. Et donc, au final, j'ai compris qu'il fallait trouver un avocat spécialisé dans le droit administratif et surtout en dehors du giron de Bordeaux, parce que je sentais qu'il y avait une pression auprès des autres avocats que j'avais consultés également, que c'était pas possible de prendre mon dossier. Qu'est-ce qui t'a fait basculer dans la prise de décision d'aller vers une action juridique? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou c'est une addition? J'allais y venir, effectivement, c'est surtout quasiment l'année 2025 où mes questions, dès le mois de mars, avril, mai, juin, tout ça, ça s'est mal passé. Et est arrivé un peu la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le conseil de juillet, non, plutôt de septembre, où j'avais vraiment mes questions, et les 3 ont été refusés à Saint-Médard-en-Jalles. Donc en général, je les reformule pour les adapter à la métropole, où des fois elles sont prises en compte, parce que les sujets, effectivement, sont peut-être un peu mieux considérés. Et là, ça a été la même chose. Donc ce refus vraiment m'a agacé et j'ai voulu porter plainte. Donc j'ai été voir directement le maire, non pas le maire, mais la présidente de la métropole, et je lui ai dit mais c'était pas normal, j'allais porter plainte. Et ben elle avait l'air de dire mais allez-y, faites. Donc j'avais déjà à ce moment-là préparé ma lettre, je me suis renseigné, j'ai écrit au tribunal administratif, et à la suite de ça, j'ai eu une réponse d'un rejet.
Et là, commence à, pour moi, l'obligation de trouver un avocat pour faire appel. Et donc là, je me sentais encore plus piégé d'avoir ce refus à la fois du politique et quasiment de l'institution judiciaire, Marc, est-ce enfin, que vous du moins pouvez, le tribunal administratif. non, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi, en fait, parce qu'on a l'impression, nous, que quand vous avez des questions à poser, vous êtes à l'Assemblée, vous pouvez les poser. En fait, vous devez d'abord les informer des questions que vous allez poser, c'est ça? Ah, exactement, on a deux délais différents. Celui de Saint-Médard-en-Jalles, avant le conseil, c'est 5 jours francs, et idem du côté de la métropole, mais cette fois-ci, c'est 2 jours. Deux D'accord. jours francs, donc par exemple pour le conseil qui va arriver ce vendredi, j'ai posé mes questions mardi soir. Voilà, donc le mercredi et le jeudi me comptent comme les 2 jours francs, et ils sont normalement censés avoir le temps de les étudier et de pouvoir m'y répondre. D'accord. Du côté de Saint-Médard, c'est 5 jours, mais j'aurais tendance à dire, il y a encore plus de laxisme du côté de Saint-Médard, et le maire on va dire, moins, oui, l'envie de me répondre parce qu'il me sent ou pas dans l'opposition, et peut-être que les élections arrivant, il s'est effectivement un peu lâché au mois de septembre, Okay. parce que le début de campagne officielle pour les municipales de cette année débutait début septembre. Et donc, il avait commencé déjà à me dire que je faisais une tribune politique en intervenant, donc déjà dans mes prises de parole tout court, quand j'intervenais sur les délibérations, il avait tendance à me couper, à dire que c'était hors sujet, alors que au contraire, j'essayais Mmh. d'apporter des éléments nouveaux. Et donc ça s'est vraiment pas bien passé, puisqu'à un moment donné, effectivement, il a failli avoir une rupture de séance. C'est lui-même qui l'a provoqué, hein, en menaçant qu'il allait lever la séance. Et en fait, non, ça s'est pas fait, mais donc c'est bien là que, enfin, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose à faire parce que ça dépassait les bornes. Et donc le principe administratif faisant qu'en écrivant par lettre recommandée, en ayant un retour de rejet parce que mes conclusions n'étaient pas suffisantes, et que mon obligation était de faire appel à un avocat, et exclusivement un avocat pour faire appel, eh ben, je me suis tourné vers Maître Ario de Recchia. Et donc, ben voilà, donc on a aujourd'hui un travail qui est fait. Elle a travaillé donc à ma demande sur le dossier en lui fournissant le maximum de, d'éléments qui correspondent à la période de ma censure, de ma privation de liberté de parole et d'expression politique. Et donc, elle a formulé un mémoire qu'elle va sans doute nous parler pour interpeller le tribunal administratif. Et on en est dans cette période où on va attendre le retour. Voilà ce que je peux Alors, dire sur un bref résumé de pourquoi j'en suis arrivé là, et pourquoi aujourd'hui la liberté d'expression de certains élus, surtout quand ils sont entre guillemets traités de complotistes, hein, ce mot, on le sait, c'est un mot fourre-tout pour essayer de faire croire que c'est une enfin, c'est dégradant d'être complotiste, alors qu'au contraire, ce sont souvent des prévisionnistes, des contestatistes, des gens qui cherchent, des gens qui sont curieux et qui doutent aussi de la doxa. Ils n'acceptent pas tout comme voilà, un blanc-seing de l'administration ou des institutions. d'accord, Voilà. très bien. Alors, on va donner la parole à Maître Dea Rojureka en ce qui concerne ces premières démarches que vous avez faites et le retour qu'elle peut nous en faire. Maître, on vous écoute. Oui, bonsoir. Merci de me donner la parole. Je remercie également Monsieur Morisset de m'avoir fait confiance. Il parlait de complotisme tout à l'heure. On nous a souvent présentés comme étant des vilains moutons ou du moins voilà des gens qui étaient vraiment très à part et minoritaires. Il s'avère aujourd'hui qu'un rapport est sorti et que dans 28 pays, plus de 30 000 personnes interrogées, ça donne 70% de personnes qui sont
on va dire, dans la défiance vis-à-vis des institutions de leur pays, de leurs médias, grand public, et donc on est loin d'être minoritaire en réalité. Donc c'est comme ça aussi qu'on peut comprendre notre positionnement. Je pense que beaucoup de gens dans de différents pays s'interrogent concernant les politiques qui sont mondialisées aujourd'hui. On voit les mêmes mesures partout. Alors, comme vous avez pu le comprendre, Monsieur Morisset est donc conseiller municipal et conseiller Bordeaux Métropole. Il est donc minoritaire dans l'opposition. Il a porté nombreux sujets et eu des positions très courageuses, notamment au moins de ce que j'ai pu voir depuis la période Covid, mais certainement bien avant, puisque voilà, sur tous les sujets d'écologie, d'environnement, voilà, ça fait bien longtemps. Et donc, tout est toute la problématique se trouve là sur ces droits institutionnels de l'élu. Et dans ces droits institutionnels, on peut compter les droits d'expression de l'élu. Et c'est ce qui a été violé, là, en l'occurrence, au sein du conseil municipal et au sein du conseil Bordeaux Métropole. Les droits des élus, là, en fait, vous avez dans le Code général des collectivités territoriales le droit de s'exprimer lors des séances, le droit d'exposer des questions, le droit de demander la mise en discussion au vote de proposition, le droit à l'information sur les affaires de la collectivité. Et quel est le corollaire en fait de ces droits? C'est en fait l'information des administrés. Et c'est d'ailleurs pourquoi en séance, il y a des procès-verbaux avec les questions qui sont posées, qui sont authentifiées et mises à disposition des administrés pour qu'ils soient informés des questions et des sujets qui ont été traités. Tout est public et ça, c'est dans le Code général des collectivités territoriales et également dans les règlements intérieurs. Donc, les maires et les présidents d'assemblée ont un droit de police de l'Assemblée, mais qui est limité réellement à ce droit des administrés d'être informés de ce qui se passe et au droit d'expression des élus. Et là, ce que l'on constate, c'est qu'il y a eu des coupures de microphones, des invectives, des refus de répondre à des questions, comme indiquant que les collectivités en question n'étaient pas compétentes. Mais cette compétence est vue par la jurisprudence de manière très large. Et en réalité, les sujets qui sont soulevés par M. Morisset intéressent forcément la collectivité, puisque ce sont des questions de santé publique, des questions d'éducation, et forcément que ça concerne tous les enfants des collectivités en question, la santé des administrés. Et là, il y a une certaine remarque quand même, je dirais pas forcément une collusion, mais quand même les mêmes procédés qui sont utilisés et au sein du conseil municipal et au conseil Bordeaux Métropole. Donc, il y a une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression de M. Morisset, qui est opposant élu minoritaire, et donc, de ce fait, il a d'autant plus de droits d'être entendu. Parce que c'est ce qu'on voit avec l'article 10 de la Cour européenne des droits de l'homme et sa jurisprudence est telle. Je vous lis l'extrait. C'est une jurisprudence du Cour européenne des droits de l'homme de 1998. Peu importe que l'opinion dont il s'agit soit minoritaire et qu'elle puisse sembler dénuée de fondement, dans un domaine où la certitude est improbable, il serait particulièrement excessif de limiter la liberté d'expression à l'exposé des seules idées généralement admises. Donc c'est bien clair. Ce n'est pas parce qu'en fait on ne pense pas de la même manière que la majorité qu'on doit être censuré. Et c'est, je pense, un sujet que l'on voit, qui est récurrent depuis au moins ces dernières années, c'est la censure dès qu'on ne pense pas comme tout le monde. Et c'est le cas de M. Morisset. Donc cette liberté d'expression, elle est quand même couverte par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais également notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
l'article 10 qui pose en principe « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. » Et là, en l'occurrence, il n'y a aucun trouble à l'ordre public. Quand les présidents de ces conseils viennent répondre que ils ne sont pas compétents, eh bien, c'est faux, puisqu'en fait, ils peuvent émettre des vœux. Et en l'occurrence, ils sont des relais privilégiés, puisqu'ils sont les premiers élus. Les élus locaux, on s'attend en fait à ce qu'ils puissent relayer les alertes convenablement et que les administrés puissent les entendre et qu'ils puissent également relayer ces alertes auprès des structures telles que les ARS, telles que le gouvernement, les députés, les sénateurs. Et on remarque en fait que ça n'est absolument pas le cas. Et par ailleurs, étant donné que M. Morisset est un élu de la minorité, ce que l'on voit là, et c'est ce qu'on a soulevé également, c'est qu'il s'agit de discrimination politique, mais également d'un détournement de pouvoir. Puisque, en fait, grâce à leur pouvoir de police de l'Assemblée, les présidents de ces assemblées, en réalité, commettent un détournement de pouvoir pour des raisons politiques. Et ça peut être sanctionné par le juge administratif. Donc, je vous ai fait un tour très rapide de la situation. Le dossier est effectivement maintenant devant la Cour administrative d'appel de Bordeaux, étant donné que le tribunal administratif avait rejeté pour défaut de conclusion, alors que nous contestons également ce point-là, puisque le sujet avait été finalement quand même présenté de la bonne manière et que s'il y a télérecours citoyen, c'est bien qu'on n'attend pas forcément de tout le monde d'avoir une formation de juriste. Donc voilà, donc on conteste également ce rejet de première instance. Et nous demandons bien entendu à ce que les commissions des séances exceptionnelles soient tenues afin que les multiples questions rejetées soient entendues, qu'il y ait des PV effectués en bonne et due forme et pour que les administrés puissent s'y référer et que cesse cette discrimination politique et ce détournement de pouvoir qui est commis. Nous espérons que la prochaine séance du 30 janvier ne connaîtra pas les mêmes anomalies qui posent préjudice, en fait, qui causent préjudice à M. Morisset et à l'ensemble des administrés de Bordeaux Métropole. Voilà. Et est-ce qu'à votre connaissance, il y a de la jurisprudence en ce sens, dans la limitation, ne serait-ce que du temps de parole de l'élu? Parce qu'on Oui. avait vu que Sylvie Bonaldi était limitée à 1 minute, par exemple. Et est-ce que, voilà, la jurisprudence dit quoi dans ce domaine-là? Oui, c'est complètement. Il y a effectivement, on a cité quand même de la jurisprudence sur plusieurs points qui ont été sanctionnés par les juridictions administratives et notamment sur le temps de parole. Même 5 minutes, c'est paru trop court pour certaines juridictions. Le juge administratif a pu censurer un règlement intérieur limitant à 6 minutes le temps de parole total sur un rapport et empêchant de parler plus de 2 fois sur la même question. C'était Cour administrative d'appel de Versailles du 30 décembre 2004, commune de Taverny. Le juge administratif a également censuré les dispositions permettant au maire d'interrompre un orateur au-delà d'un certain temps d'intervention et de limiter à 2 le nombre d'interventions. Ça, c'est le tribunal administratif de Montreuil 2009, préfet de Seine-Saint-Denis contre commune de Saint-Denis. La limitation à une seule intervention par groupe et l'interdiction de reprendre la parole, une disposition permettant au maire de rayer des procès-verbaux tout propos injurieux ou diffamatoire, ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale. Et ça va loin, puisque ça a été sanctionné par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a dit
qui a condamné la France pour violation de la liberté d'expression d'un conseiller municipal reconnu coupable de diffamation à la suite d'attaques personnelles en séance. C'est EDH du 12 avril 2012, l'esquène du Plessis-Casso contre France. Donc c'est remonté jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Un règlement intérieur qui empêchait le débat sur une partie des délibérations, également censuré. Donc, en fait, on a le Code général des collectivités territoriales qui fait observer ces libertés d'expression et également le règlement intérieur, mais le règlement intérieur doit obéir à ces principes-là. Donc, il arrive que certains règlements intérieurs soient mal rédigés. Donc oui, il y a de la jurisprudence en la matière, oui, tout à fait. Très bien. Donc, c'est déjà... Alors, je peux compléter éventuellement par rapport à ce qui est dit, c'est que sur Saint-Médard-en-Jalles, on n'a pas de limite de temps de parole, mais le maire se permet de dire que c'est trop long, au bout de 2 minutes. Et du côté de la métropole de Bordeaux, on a dans le règlement intérieur 5 minutes, et ça m'est arrivé, quand mon micro clignotait à 4 minutes pour prévenir l'orateur qu'il restait 1 minute, eh ben, j'avais M. Urmic qui avait pris la place de la présidente, qui s'est permis de me couper et de me dire que c'était fini. Voilà, parce que ça clignotait. Voilà. Et en fait, j'étais qu'à 4 minutes 10, 12, le temps de rétablir la situation. Donc en fait, il y a abus, effectivement, de police de ce côté-là. Et ce qui est bien d'entendre, c'est aussi que Maître Ario Recchia souligne le fait qu'on peut réintervenir sur une délibération, on a droit à la réponse. Et moi, j'ai eu plusieurs fois le prétexte comme quoi j'avais déjà assez parlé. Et donc, sur une délibération où on m'a interpellé dans le débat, j'ai pas pu donner la réponse adéquate à la personne qui m'interpellait. Et donc, ça, c'est un abus, à mon sens, alors que d'autres personnes, même à la rigueur, je dirais Monsieur Poutou, qui est en élu isolé, la présidente se méfie un petit peu plus de ses interventions, et donc quand il redemande la parole, il a de nouveau la parole. Parce qu'il insiste un petit peu plus, peut-être que moi, mais moi, je me retrouve souvent avec le micro est à monsieur ou madame un tel, et ma réponse n'est pas prise en compte. Voilà ce que je pourrais rajouter aussi par rapport à ce temps et à la fois à la manière d'interpréter le temps. Marc, est-ce que vous diriez que lors des assemblées, il y a une certaine forme de violence quand même, plutôt qu'un débat démocratique qui pourrait être houleux, mais respectueux? Alors, il y a de temps en temps des invectives, je dirais, c'est peut-être pas forcément de la violence. Il y a, j'aurais tendance à dire des astuces peut-être de la présidente en ce moment, par exemple, de laisser monter le bruit, et je peux pas intervenir, je me coupe moi-même, et puis allez-y, continuez, voilà. Donc, en fait, ça veut dire qu'elle tient pas la séance. Il peut y avoir une personne qui quitte la salle et qui me traite... arrête de dire des conneries, par exemple, c'est les dernières infos qu'on m'a dit, c'est dans le PV, ça apparaît rapidement, mais on ne sait pas qui m'a dit ça dans le PV, donc ça veut dire qu'effectivement, il y a une forme de discrimination verbale là, qui se fait, donc je reprends le fait de dire... voilà, si vous avez des choses à dire, allez-y, dites-le, mais voilà, et retirez cette insulte, parce que je dis pas de conneries, entre guillemets. Et donc, la violence, elle s'exprime plutôt par les astuces, je dirais. Après, évidemment, il y a, je pourrais presque dire que quand une élue métropolitaine dit je suis pas là pour entendre du complotisme dans cette instance, on pourrait dire que c'est violent. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'elle est là pour dire stop, quoi. On censure. Dès qu'il dit quelque chose, Monsieur Morisset, on censure. Un autre élu du côté du groupe Écologie et Solidarité a osé dire, et ça, je trouve ça violent par contre, parce que là, la méthode, elle est beaucoup plus grave, c'est de mettre en place un algorithme donc, qui permettrait à ce que je dis en séance soit coupé. Donc ça, c'est quand même absolument honteux. Je me suis exclamé auprès de cette personne-là en séance, mais c'est absolument honteux d'entendre quelqu'un qui arrive, je dirais, de l'écologie comme ça, de ce groupe-là, Europe Écologie Les Verts, qui a été renommé, qui se permet de mettre en place, de demander à ce que la métropole mette en place un outil algorithmique pour
me censurer sur ce que j'avais dit. Et entre autres, j'avais parlé évidemment du climat, du poids carbone et de l'hérésie aujourd'hui d'accuser aujourd'hui le CO2 comme le mot de la Terre. Et donc, surtout de le mettre dans les délibérations. C'est quand même de nature à dissuader tout élu qui voudrait s'exprimer et qui ne serait pas dans l'opinion globale, l'opinion générale, ça dissuade en fait. C'est ça, quelque part, ça, la violence par rapport à effectivement ces additions d'événements, effectivement, ont tendance à épuiser et à dissuader effectivement le fait de réintervenir. Psychologiquement, c'est un rejet. Moi, je lâche pas l'affaire. Hein. Ouais, psychologiquement, je lâche pas l'affaire. Oui, très bien. Et je disais, psychologiquement, c'est la peur du rejet du groupe, en fait, qui induit à s'auto-censurer soi-même, finalement. Tout à fait. Donc, Maître Recchia, qu'est-ce qu'on peut en attendre, en fait, de cette... Est-ce que déjà, vous avez échangé avec l'autre partie? Déjà, vous avez échangé des plaidoiries, ou je ne sais pas comment on appelle en... Alors, je voulais juste ajouter un tout petit point, c'est qu'en fait, cette liberté d'expression et surtout pour les élus minoritaires, ça ne se limite pas aux assemblées, mais à tout support d'information. Que la loi du 27 février 2002 qui le permet, c'est qu'en fait, ils doivent avoir la possibilité, ils ont la possibilité aussi d'être dans les bulletins de mairie, etc., d'être diffusés. Et on ne peut pas les empêcher, sous couvert, comme a dit là dans l'espèce, que M. Morisset représenterait, selon le maire, un faible nombre d'habitants de la commune, donc on l'empêche de parler. Et puis en ce qui concerne l'action en elle-même, effectivement, ça a été transmis très récemment, donc en fait on n'a pas encore d'échange avec les deux conseils pour le moment. Ça a été validé auprès du greffe, mais on attend maintenant le retour des parties. Très bien. Vous voyez autre chose à ajouter, donc on va attendre. Je peux terminer juste pour dire que le mandat, pour moi, s'arrête. J'en ai fait 2. Il y en avait un de 2014 à 2020. Là, maintenant, de 2020 à 2026. On parlait d'épuisement ou de... Enfin, tu l'as évoqué. Moi, je ne me représente pas. Effectivement, si j'avais été suffisamment peut-être respecté, il y aurait eu peut-être une autre façon pour les citoyens de venir vers moi plutôt que d'être ostracisé pendant 6 ans, et peut-être que je me serais représenté. Là, franchement, j'ai plus envie, puisque voilà, c'est une façon comme une autre de me dégoûter de la vie politique, et je trouve ça également scandaleux. Donc j'espère que ça aidera surtout cet appel les autres conseillers, surtout en minoritaire, pour avoir une véritable liberté d'expression dans tous les conseils, toutes les instances, et finalement ce que je vais d'entendre, avec tous les supports possibles que la mairie met à disposition normalement, ou les institutions comme la métropole, des concitoyens. Parce que, par exemple, l'exemple du bulletin de Bordeaux Métropole, on ne m'a jamais proposé de mettre une tribune à l'intérieur. Donc là, je l'apprends. J'aurais eu droit pendant 6 ans à avoir une tribune sur le journal de Bordeaux Métropole. On m'a considéré comme minoritaire et ne formant pas un groupe, puisque pour faire un groupe politique et avoir une tribune au sein de Bordeaux Métropole, il faut être 3. Et donc, voilà, ça se rajoute pour moi à une forme de mépris de la démocratie au sens large qui s'est produit pendant ces 6 ans. Et voilà, ce qui arrive aujourd'hui, j'espère que le procès débouchera. Et moi, de mon côté, effectivement, même après avoir fini mon mandat, je continuerai à travailler pour l'intérêt général. Et donc de poursuivre juridiquement les gens qui ont été aujourd'hui finalement des censeurs. Bon. Bah, écoutez, très bien. On espère que les habitants de Saint-Médard-en-Jalles sauront peut-être se manifester pour vous redonner l'envie de continuer à défendre, j'ose même pas dire la démocratie, mais défendre un peu le citoyen. Merci à tous les deux. Maître, vous voulez ajouter quelque chose ? Merci. Écoutez, ce que je demande, c'est que Monsieur Morisset soit entendu par le
par le juge administratif et que voilà, qu'on obtienne gain de cause. Et effectivement, c'est aussi une action symbolique, puisque en fait, on défend par là tous les élus minoritaires qui ont été censurés et qui peut-être n'étaient pas informés de leurs droits. Voilà. Donc, Très bien. Bah, écoutez, Tout à merci fait. à tous les deux. Je pense que Marc et vous nous ferez un retour sur quand il y aura une Oui, réponse du oui, oui. tribunal administratif ou de la cour d'appel, c'est ça? Ok. oui, Alors, la Cour d'appel. dans toute la logique que j'ai compris, c'est que c'est l'avocat qui reçoit toutes les informations et c'est à l'avocat de m'informer. Donc maintenant, le dossier, quand on passe par un appel, c'est l'avocat qui reçoit, disons, toutes les interpellations, les rendez-vous et tout ça. Très Donc, bien. j'attends de son côté maintenant plutôt. Maintenant, parce que c'est elle qui D'accord. va avoir les retours. Bien sûr, bah, vous êtes en lien tous les deux. Enfin, forcément, vous serez informés. Tout à fait, bien sûr. Voilà. Bah, écoutez, je vous dis merci pour ce temps, pour Merci. ces explications. Merci. Merci pour l'ensemble des élus qui Merci sont beaucoup. censurés et au plaisir de vous revoir. Bonsoir. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci aux dépêches citoyennes.